Violation puis relaxation du président de la Commission électorale nationale et indépendante. L'abbé Apollinaire Malou a été auditionné par l'inspecteur du procureur général de la République. Il dit avoir été invité par le procureur afin d'éclairer sur certaines préoccupations. On l'écoute, il est au micro d'Héritier Manda. Je n'ai pas été arrêté par le procureur général de la République. Je suis venu ici sur invitation du parquet général de la République pour répondre à certaines préoccupations. Je ne vais pas vous dire plus, puisque c'est le secret de l'instruction judiciaire à la matière, mais ça n'avait rien à faire à une gravité qui amènerait à l'arrestation, parce qu'en fait, je suis venu plutôt éclairer le procureur général de la République sur ce dont il avait besoin. Peut-être ça durait longtemps parce qu'il fallait une réponse détaillée par rapport à ce dont il avait besoin, mais je voudrais rassurer tout le monde que c'est une procédure normale, qu'il ne faut ni dramatiser, ni transformer. Il y a peut-être les gens qui auraient bien voulu qu'il soit ici, que je sois arrêté, mais je voudrais leur dire que, en tout cas, ils se trompent lourdement. Vous le savez, le sommet USA-Afrique s'est clôturé il y a quelques jours à Washington. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains étaient invités à ce forum organisé par le département d'État américain. 33 milliards de dollars américains, c'est l'annonce des USA pour des investissements dans différents domaines en Afrique. Et le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, avait pris part à cette rencontre de haut niveau. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Vous étiez également dans la suite du chef de l'État. Oui. Envoyé spécial Télé 5. Voilà, finalement, quelles sont les vraies raisons de l'organisation de ce sommet, tantôt économique, tantôt politique, pour régler les problèmes de l'Afrique? D'abord, merci madame. C'est une rencontre organisée à l'initiative d'abord des États-Unis par rapport à l'environnement mondial actuel. Vous savez qu'aujourd'hui, la Chine passe pour être le premier investisseur, notamment dans le pays du Sud, et les États-Unis, en tant que puissance économique importante, ne pouvait pas rester en recul par rapport à cette situation. C'est pour cela que les hommes d'affaires américains, beaucoup d'intelligence américaine avaient alerté au Barack Obama, qui a fait mandat. Vous savez que c'est son deuxième mandat. Il est quasiment à la sortie, donc il fallait qu'il redynamise l'économie américaine qui était en récession. Donc, ils ont initié ces sommets pour permettre à la fois d'identifier en Afrique les pôles de croissance avec lesquels il faut impulser leurs investissements. D'abord l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Nigeria. Pourquoi? Parce que ce sont des fortes économies à croissance forte, RDC plus 8,5 et puis avec une consommation beaucoup plus importante. C'est qu'ils ont d'abord identifié la jeunesse, puis les opérateurs économiques et enfin les leaders politique, c'est qui gère le continent avec la société civile qui était venue également participer à ces sommets, qui étaient essentiellement économiques, politiques, accessoirement, mais plus partenariat et renforcement de la stabilité des institutions. Alors, on l'a dit, forum économique, mais l'on reproche à la RDC d'avoir emmené beaucoup plus de politiques d'opérateurs économiques. Non, il y a eu de responsables d'entreprises. La Jacamine a été représentée, beaucoup d'entreprises de chez nous étaient représentées. Vous savez que chez nous, c'est plus les multinationales qui sont installées chez nous, notamment dans les domaines miniers. Donc, beaucoup de leurs directions étaient représentées là-bas parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt ici, en RDC. Aussi, les majors américains étaient aussi au centre des entretiens. Notre chef de l'État a reçu suffisamment des chefs d'entreprise américaines, Boeing, General Motors, Michael Bloomberg d'ailleurs qui est à la base de ces sommets sur le plan économique. Non, la RDC a été beaucoup plus chouchoutée parce que c'est l'une des républiques la plus dynamique en ce moment avec une économie qui accélère, ça s'accélère suffisamment. Donc, c'est plus de ces côtés-là qu'il fallait voir que sur le plan politique. Alors justement, puisqu'on parle de la RDC, qui a participé à ce sommet avec une forte délégation, on l'a vu dans les images, mais alors quelle figure est-ce qu'elle a présentée à Washington?
Écoutez, sur le plan institutionnel, une très bonne posture, parce que le chef d'État s'est fait accompagner des 5 ministres, économie, finances, énergie, et même pour les droits humains, Mme Inagoshi qui était là pour tout ce qui est le genre, et aussi beaucoup des conseillers économiques, chef de l'État qui étaient également présents également, et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda naturellement, et puis il y a eu aussi la classe politique, l'opposition, Vital Kamerhe, Fayulu, Kankou, et du côté de la majorité présidentielle, Lambert Mende, Rebaïs Bochab, et puis tous ceux qui les ont accompagnés. Bon, c'était naturellement le Grand Congo, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Obama était plus focalisé sur l'économie et les partenariats. C'est NED qui est une ONG qui a invité la société civile, donc partis politiques, associations, qui a pu gérer un peu tous ces gens qui étaient venus pour parler des problèmes que toute l'Afrique connaît en ce moment, 15 pays avec leurs problèmes d'élection, des constitutions, des démocraties. Donc c'était plus bon enfant. Une fois terminé, tout le monde est rentré chez lui. Alors on a annoncé justement pour subvenir aux besoins sur le plan économique en Afrique, on a annoncé une enveloppe de 33 milliards. Est-ce que ce n'est pas insignifiant pour tous les pays de l'Afrique? Ben c'est passé. Pourquoi? Parce que les États-Unis, pour le moment, ne peuvent plus donner plus que ça. 33 milliards, c'est peu pour les besoins de l'Afrique. Rappelez-vous que les besoins du NEPAD, c'est plus de 500 milliards de dollars qu'il faut débourser pour le continent africain. Aujourd'hui, les États-Unis, proposent 33 milliards, c'est moins que la deuxième guerre du Golfe, c'est moins que ce qu'ils ont dépensé, par exemple, pour l'Afghanistan, c'est moins que le programme, par exemple, pour Apollo. Vous voyez, donc ce sont des budgets, toutes sommes faites modestes pour notre continent, mais bon, la Chine, avec ses 800 000 milliards de réserves, ne peut pas faire concurrence avec l'Amérique, mais l'Amérique n'a aussi des besoins intérieurs. Vous savez que les réformes qu'Obama a pu impulser aux États-Unis, ça coûte cher. Obamacare, par exemple, aujourd'hui n'est pas encore profitable à beaucoup d'Américains. Les républicains lui ont d'ailleurs tenté un procès à Obama pour abus de pouvoir. Donc vous voyez que les États-Unis aussi, avec la nouvelle guerre en Irak qu'ils sont en train de faire, ils doivent financer tout ceci. Ouais. C'est assez important quand même. L'Afrique, oui, l'Afrique, mais il faut du cash. Il n'y a pas beaucoup de cash aux États-Unis. Merci Jean-Marie Kassamba pour toutes ces précisions. Merci madame. 2 points essentiels ont fait l'objet de la troïka stratégique de ce lundi à la primature, présidée par le Premier ministre Matata Ponyo. Il s'agissait de faire le point sur le sommet des chefs d'État d'Afrique et Barack Obama, mais également sur le rapport de Moody's. Les différents membres de la troïka ont été donc informés sur le déroulement de cette rencontre où les chefs d'État africains ont réfléchi sur la politique de coopération entre les USA et l'Afrique. Le ministre de l'économie nous donne ici la substance de cette réunion. Ce qu'on peut retenir, c'est que les engagements ont été pris par les chefs d'État africains et le président américain pour renforcer la coopération multisectorielle dans les domaines de sécurité, dans les domaines commercial, donc de l'agriculture et la jeunesse. En ce qui concerne le rapport de l'agence Moody's, ce rapport a révélé, n'est-ce pas, la crainte que nous avons, donc le monde, sur le vieillissement de la population constatée dans beaucoup de pays. Et donc l'étude indique que cela peut avoir un impact négatif sur la main-d'œuvre active et aussi sur la productivité du travail et qui va aussi affecter, n'est-ce pas, la croissance économique des États. C'est ainsi que l'agence a recommandé aux pays de procéder, n'est-ce pas, à des innovations, à l'incorporation du progrès technique dans les systèmes de production et surtout au rajeunissement de la population. Et juste après cette réunion de la troïka stratégique, le Premier ministre Matata Ponyo a inspecté les travaux des différentes infrastructures encore en chantier dans le pays. Une mission qui s'est assignée lors de son avènement à la tête du gouvernement national. Et donc accompagné d'une forte délégation, Matata Ponyo a visité le chantier naval de la SCTP ainsi que l'aérogare modulaire de Ndjili. Regardez. La tournée débute ici, dans ce chantier aux allures d'un vaste cimetière des bateaux et barges. Le Premier ministre s'intéresse à ces bâtiments flottants. ITB Colonel Kokolo. Il est en pleine réhabilitation et déjà d'après des informations recueillies sur place, les travaux prendront fin. Au mois de septembre, le navire sera mis à flot en octobre prochain.
D'une capacité de 2800 passagers avec 4 barges, sa réhabilitation est attendue de pied ferme. Juste après les chantiers navals, les cortèges du Premier ministre se dirigent vers l'est de la capitale, précisément à l'aéroport d'Ndjili. C'est la énième visite des Matata. L'aérogare prend forme et les images parlent. Les agents s'activent sans relâche à la pose des carrélages, des coupe-feux et finissage de la structure du plafond. Alpha Airport, c'est la société française qui s'occupe des travaux et s'engage à respecter les délais. De façon générale, les travaux avancent normalement. Tous les compartiments sont presque finis. Et à quelques encablures de là, la tour de contrôle, longue de 34 mètres, prend elle aussi forme. D'après les estimations, c'est vers la fin du mois de septembre que tout sera fin prêt. Visiblement satisfait, le chef du gouvernement regagne ses bureaux avant la fin de l'année qui sera, on l'espère, consacrée aux inaugurations de ces différentes infrastructures. Dans ce journal, nous parlons également de la réforme dans le secteur de l'éducation en RDC. Chefs centraux de l'EPSP, inspecteurs généraux, directeurs des provinces éducationnelles de la RDC, inspecteurs provinciaux et directeurs de CECOP y réfléchissent. Les travaux portent sur l'inspection scolaire à l'ère de la réforme éducative, bilan et perspective, un séminaire annuel d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2013-2014 qui coïncide avec la dernière signature entre le numéro 1 de l'EPSP et la délégation syndicale de l'éducation en RDC pour l'augmentation de leur enveloppe salariale dont l'exécution devra être effective avant cette rentrée scolaire. Autre titre d'actualité, accélération de la lutte contre la mortalité des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans en RDC. Le ministère de la Santé et ses partenaires, tant nationaux qu'internationaux, ont inclus cette fois-ci les leaders des confessions religieuses, notamment ceux de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Le contexte en RDC étant marqué par un taux de démographie très élevé, une forte mortalité néonatale et infantile aggravée par les maladies liées à l'eau, l'hygiène et assainissement, d'où l'importance de ces forums. Une rencontre de haut niveau qui connaîtra plusieurs interventions, avec celle du docteur Marie-Louise Mbo, qui s'est focalisée sur la situation de la santé de la mère et du nouveau-né, et des grossesses précoces, nombreuses et rapprochées. Beaucoup d'engagements régionaux et internationaux, dont les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Au regard de tout ce qui est en train de se passer, on s'est rendu compte que le progrès réalisé en rapport avec l'OMD 4 et 5, qui parle de la réduction de la mortalité infantile et l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né, pose de sérieux problèmes. Raison pour laquelle le ministère de la Santé, avec ses différents partenaires, ont élaboré un cadre d'accélération pour pouvoir réduire très sensiblement la mortalité maternelle et infantile. Les leaders religieux devront s'impliquer dans l'encadrement des populations sur toute l'étendue du pays, plaident les participants. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation est programmée. Elle concernera 25 leaders religieux par confession. Le but est d'élaborer un plan d'action correcteur approprié à chaque confession religieuse et identifier le message clé devant accompagner les actions à la base. C'est le moment de faire partir l'ignorance à la femme. La femme qui est dans la confession religieuse doit apprendre comment se protéger de la grossesse à l'accouchement. Déjà, le constat se dégage. Les femmes et les enfants ne meurent pas de maladies que nous ne pouvons pas traiter, mais ils meurent parce que la société n'a pas pris des mesures pour les sauver. Et l'actualité en province nous emmène d'abord à l'Équateur. 72 heures ont suffi au gouverneur intérimaire de la province, Sébastien Impeto, et à sa délégation de palper les réalités que prévalent dans le territoire de Lukolela, dans ses frontières avec le Congo-Brazzaville, et à Irebu, site choisi par le gouvernement pour le séjour transitoire des FDLR. Pamafi Otenga pour des précisions. Partout où il est passé, Sébastien Impeto est revenu sur la cohésion des filles et fils de l'Équateur en vue de soutenir le programme mis en place par le gouvernement Koya Diallo,
gouvernement qui matérialise la révolution de la modernité de Joseph Kabila dans la province de l'Équateur. Il est revenu